grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui ici, dans le cadre des Samedis de l'économie, pour parler de la question de l'avenir monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, moi, je vais plutôt axer ma communication sur la question de l'éco. Et ma thèse va être que l'éco, tel qu'il est conçu, a peu de chances d'être mis en œuvre, disons, dans les 4-5 prochaines années. La deuxième chose, c'est que même si l'éco pouvait être mis en œuvre très rapidement, ce ne serait pas l'alternative souveraine dont les pays africains ont besoin. J'ai conscience que cette thèse peut gêner, peut même décourager certains, mais je vais essayer dans le cadre de cette communication de vous expliquer pourquoi l'éco, dans sa conception actuelle, n'est pas le type d'arrangement monétaire qu'il nous faut. L'éco, c'est une réplique, disons, ouest-africaine de l'euro. Donc si on comprend les problèmes de l'euro, on pourra comprendre les problèmes que pose actuellement l'éco. Ce qui est important, ce n'est pas la stabilité, etc. Ce qui est d'abord important, c'est est-ce que vous avez une monnaie souveraine ou pas. Parce que quand vous avez une monnaie souveraine, vous avez une monnaie qui vous garantit votre indépendance financière. Donc la vraie question, lorsqu'on cherche des alternatives au franc CFA, c'est est-ce qu'on peut mettre en place des arrangements monétaires qui augmentent notre souveraineté monétaire, notre indépendance financière. Et donc, c'est quoi une monnaie souveraine? Donc, une monnaie souveraine doit répondre à un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, ça doit être une monnaie nationale ou fédérale. Deuxièmement, le taux de change doit être relativement flexible, c'est-à-dire que vous ne devez pas fixer votre monnaie à une autre monnaie. Ou bien, même si vous le faites, le lien doit être lâche, pas fixe. La troisième chose, c'est qu'un État qui veut être souverain d'un point de vue monétaire ne doit jamais s'endetter en monnaie étrangère. Jamais, au plus grand jamais. $0 de dette en monnaie étrangère. Et un État qui est souverain sur le plan monétaire ne doit jamais s'endetter sur la base du droit d'un pays étranger. Et donc, pour avoir toutes ces caractéristiques-là, il faut avoir un contrôle sur le secteur bancaire et financier. Et il faut aussi avoir un contrôle sur ses propres ressources. C'est à ces conditions-là qu'on peut parler de souveraineté monétaire. Actuellement, d'après les travaux récents dans le domaine juridique, il apparaît que la souveraineté monétaire, c'est-à-dire la souveraineté sur les flux financiers, est aussi importante, voire même plus capitale que la souveraineté territoriale, parce qu'on est à l'âge de la mondialisation financière, de la libre circulation des capitaux. Donc la souveraineté monétaire, c'est une question cardinale. Sans souveraineté monétaire, il n'y a pas de souveraineté tout court. Et donc, actuellement, il y a très peu de pays qui ont une vraie souveraineté monétaire. Les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, Canada, Australie ont des monnaies souveraines. Mais pour la plupart du reste, ce sont des monnaies qui ont des degrés de souveraineté limités. Quand vous avez une monnaie souveraine, vous n'avez pas de contraintes financières intrinsèques. Ça veut dire que vous pouvez financer tout ce que vous avez envie de financer, tout ce qui est utile à votre économie, tout ce qui permet le bien-être de vos populations. Et donc, quand vous avez une monnaie souveraine, vous ne pouvez jamais être insolvable dans votre propre monnaie. Et donc, quand vous êtes souverain, la dette que vous avez dans votre propre monnaie n'est pas une véritable dette. C'est un surplus que vous créez pour le secteur non gouvernemental. Monnaie unique, sans solidarité entre eux, autre que celle qui est organisée par la métropole. Et donc, c'est ça le cas type des monnaies uniques coloniales. Et donc, la zone franc, malgré les indépendances, le franc CFA, c'est une monnaie unique coloniale parce qu'il n'y a aucun économiste qui peut expliquer pourquoi la République centrafricaine, le Niger, la Côte d'Ivoire doivent avoir le même taux de change vis-à-vis de l'euro. Aucun économiste ne peut expliquer cela. Ça, c'est un fait qui est dû à l'héritage colonial. Et il n'y a aucun travail économique qui montre que la zone franc est ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. C'est-à-dire que tous ces pays ont avantage à garder la même monnaie. Il n'y en a aucun. Et donc, si ces pays n'ont pas avantage à partager la même monnaie, mais pourquoi gardent-ils le franc CFA? Donc ça, c'est la question. Ça, c'est une considération politique. Donc, ça ne relève pas du domaine économique. Le docteur Souleymane Ndao est là, il a beaucoup travaillé sur ces questions. Peut-être qu'il prendra la parole. Il vous confirmera qu'il n'y a pas de travail qui montre que les deux blocs CFA sont des zones monétaires optimales. Et donc, ces zones existent parce que c'est des zones qui sont des zones coloniales. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les monnaies uniques ont connu leur âge d'or, leur apogée, durant la période coloniale. Actuellement,
si on accepte les pays qui utilisent le franc CFA, la zone euro et l'Union des Caraïbes, l'Union monétaire des Caraïbes orientales, il n'y a pas d'autres pays qui soient dans une zone monétaire. Il n'y en a pas. Parce que le principe, c'est un État, une monnaie. Donc, les unions monétaires sont par essence le type de construction coloniale. On n'a jamais vu d'exemple de pays qui se soient développés dans le cadre de monnaie unique. Il n'y en a pas. Parce que si vous n'avez pas votre monnaie nationale, il est difficile d'avoir une politique économique cohérente. Pourquoi? Parce que l'instrument le plus puissant, c'est le budget. Et dans les régimes, disons, où la monnaie est l'instrument le plus puissant, c'est ce qu'on appelle les régimes de dominance monétaire, comme dans le cas du système franc CFA, comme dans le système de la zone euro, les pouvoirs budgétaires, le pouvoir des États est, disons, réduit, contraint. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie qui détermine le reste. Alors que dans un régime souverain, le pouvoir budgétaire, c'est-à-dire que le ministère des Finances doit avoir beaucoup plus de pouvoir que la Banque centrale. Et la politique monétaire doit refléter les aspirations du Trésor. Par exemple, aux États-Unis, disons après la Seconde Guerre mondiale, c'est le Trésor directement qui déterminait les taux d'intérêt. Et à partir de là, la Banque centrale faisait juste son travail, disons, de banque centrale. Mais c'est le Trésor qui fixait les taux d'intérêt. Ça, c'est ce qu'on appelle les régimes de dominance fiscale, par opposition au régime de dominance monétaire dans lesquels nous vivons, zone CFA, zone euro, et qui sont, disons, contre-productives. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on aura l'écho en 2020? Non, on n'aura pas l'écho en 2020, parce qu'il y a un ensemble de raisons. La première raison, c'est que la méthodologie même pour aller vers l'écho plombe la dynamique d'intégration. C'est-à-dire qu'on a fait du copier-coller des critères de convergence de la zone euro qu'on a plaqué de manière mimétique sur les pays africains. Et donc cette méthodologie, pour moi, elle est absurde pour des pays en développement, surtout des pays qui sont des pays exportateurs de produits primaires, c'est-à-dire des pays qui sont très volatiles. Et donc c'est ça qui explique que vous avez une année 5 pays qui remplissent tous les critères de convergence et l'année prochaine, aucun pays ne les remplit. Parce que c'est des méthodologies qui ne sont pas du tout adaptées au type d'économie que nous avons. Et l'autre chose aussi, c'est que d'un point de vue économique, ces critères n'ont aucun sens. Parce que vouloir dire que, par exemple, on doit limiter le déficit public à 70% ou le déficit privé à le déficit de l'État à 3%, ça n'a aucun sens d'un point de vue économique. Il y a un économiste qui s'appelle Abba Lerner qui, en 1941, a publié un article qui s'appelle Functional Finance, la finance fonctionnelle. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est que le niveau de déficit public qui est normal, c'est le niveau qui vous permet le plein emploi. Le niveau de dette publique qui est normal, c'est la dette qui vous permet d'avoir le taux d'intérêt désiré. Et donc, quand on vous dit qu'on doit limiter le déficit à 3%, ce sont des critères que les financiers utilisent pour s'assurer que les États sont toujours là pour payer la dette. Donc, c'est des critères financiers, mais ce ne sont pas des critères économiques. Donc, il n'y a aucune théorie économique qui va vous dire qu'on doit limiter la dette publique à 3%, ou le déficit public à 3%. Je vous ai dit que le Japon a un niveau d'endettement de 250% et il n'y a aucun problème. L'autre chose, c'est qu'il y a des fondements institutionnels qui ne sont pas là. Si on voulait avoir l'écho l'année prochaine, mais il faudrait un traité d'union monétaire qui soit ratifié par les populations, qui soit ratifié au moins par les parlements. Ce n'est pas le cas. Les statuts de la Banque centrale, on ne les a pas. Est-ce qu'on a harmonisé la législation bancaire? On ne l'a pas. L'euro, par exemple, est entré en vigueur en 1999. C'était l'euro scriptural. Les billets et les pièces, c'était à partir de 2002. Donc il a fallu ce temps d'adaptation-là. Si on devait mettre en place l'écho, on aurait au moins dû s'accorder sur les parités entre l'écho et les monnaies que nous avons actuellement. Ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et des rumeurs fausses disant que l'écho, ce serait une dévaluation du franc CFA. Il y a des textes, par exemple, qui circulent sur WhatsApp qui disent que 1 euro égale 1200 échos égale 656 francs CFA. Et c'est une dévaluation. Ce n'est pas une dévaluation. Parce que si c'était la parité qui était retenue, c'est juste on change d'unité de compte. Mais la parité monétaire reste la même. C'est un message faux qui circule sur WhatsApp. Mais pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la parité de l'écho vis-à-vis de l'euro ou bien même de l'écho vis-à-vis de nos monnaies nationales. La semaine dernière, la ministre des Finances nigériane est sortie pour dire qu'il n'y aura pas d'écho en 2020.
Elle s'appelle Zainab Ahmed. Elle a dit que pour l'instant, il n'y a que le Togo. Il n'y a que le Togo qui remplit les critères de convergence de base. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les chefs d'État vont se réunir le 21 décembre et peut-être qu'il y aura un nouveau report, on dira peut-être 2025, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a certains qui disent qu'il faut une approche graduelle. D'abord, les pays qui sont prêts, ils vont, après les restes rejoindront. Mais cette approche graduelle, si on l'applique au cas présent, ça veut dire que c'est le Togo qui doit battre une monnaie qui va s'appeler ECO. Ce n'est pas crédible. La deuxième chose, c'est que le Nigeria a exigé des pays de l'UEMOA qu'ils remplissent tous individuellement les critères de convergence. Et donc, dans le cas de l'UEMOA, ça veut dire que c'est tout ou rien. Soit tous les pays remplissent, ils y vont, ou un seul pays ne remplit pas, et donc soit les autres qui remplissent y vont, ou bien ce pays qui ne remplit pas reste pour battre sa monnaie nationale, ce qui n'est pas envisageable. Donc l'approche même par les critères de convergence est la meilleure manière de cautionner l'immobilisme. Et je dirais ceci, il est tout à fait ironique qu'on nous dise que pour aller vers l'éco, il faut des critères de convergence, c'est-à-dire pour aller vers une monnaie unique, il faut des critères de convergence, et que les pays de l'UEMOA qui sont déjà dans une monnaie unique, eux-mêmes ne remplissent pas ces critères de convergence. Vous avez la meilleure preuve que la CFA est une monnaie qui ne doit pas exister.